Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je crois que les choses ont changé. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. L'Afrique du Sud en deuil. Nelson Mandela est mort à 95 ans chez lui à Johannesburg. Près de 97% des voix. C'est le score officiel d'Abdel Fattah al-Sisi à la présidentielle égyptienne. Le ton monte et Chirac explose. What do you want? Go back to my plane and go back to France. Please, you stop now. C'était il y a 10 ans, le 11 novembre 2004. Yasser Arafat décède à l'hôpital Percy de Clamart. Il avait 75 ans. Retour Delphine sur les grandes dates de la vie de Yasser Arafat. Première date choisie, le 13 novembre 1974. Yasser Arafat est à New York. L'ONU a pris la décision d'inviter l'OLP à prendre part au débat concernant la Palestine. La session est alors présidée par Abdelaziz Bouteflika et Yasser Arafat prononce ce discours historique. Je suis un rebelle. La liberté est ma cause. Vous êtes nombreux dans cette salle à avoir connu par le passé la même situation que moi. La position de résistance dans laquelle je suis et dans laquelle je dois lutter. Vous aussi, vous avez déjà dû vous battre pour faire de vos rêves une réalité. Aujourd'hui, vous devez partager mon espoir. Aujourd'hui, je suis venu, un rameau d'olivier dans une main, un fusil dans l'autre. Ne laissez pas tomber de ma main ce rameau d'olivier. Ne le laissez pas tomber. Il faut se souvenir aussi en 82 de l'évacuation de Beyrouth sous la pression de l'armée israélienne, se souvenir de Yasser Arafat embarquant sur une frégate de la marine nationale protégée par l'armée française. Il y aura aussi eu ce 1er juillet 94, retour triomphal d'Arafat en terre palestinienne après 27 ans d'exil. Il donne 3 jours plus tard une interview à France 2, rappelez-vous. Est-ce que vous réalisez pleinement que vous êtes en Palestine ? Oui. Oui, je le sens. Je le sens bien avec mon cœur, avec ma conscience, avec mon esprit. Et quelle a été votre première impression en arrivant ? J'ai prié, j'ai embrassé la terre. N'oublions pas, c'est la Terre Sainte. Quelques mois plus tard, Yasser Arafat est lauréat du prix Nobel de la paix. Et puis, il y aura eu ce 3 décembre 2001. Entre chiens et loups, ils sont passés à l'attaque. Une pluie de mitrailles et de missiles tirés par un groupe d'hélicoptères Apache israéliens. La cible est toute proche des bureaux de Yasser Arafat. L'attaque durera une demi-heure. Gaza se couvre de fumée noire. C'est en fait l'héliport du président de l'autorité palestinienne qui a été visé. Les hangars, les dépôts de carburant et 2 appareils ont été détruits. C'est un symbole du pouvoir qui a été touché. Yasser Arafat, celui qui aura survécu à un accident d'avion en Libye, à un nombre incalculable d'attentats avortés, qui aura survécu aux Israéliens, aux Syriens, qui veulent se débarrasser de lui. À chaque fois, Yasser Arafat survit jusqu'au 11 novembre 2004. Paris dément l'hypothèse d'un empoisonnement, prélèvement tout de même effectué il y a 2 ans. Les Suisses qui ont travaillé sur ces prélèvements l'affirment. Yasser Arafat a bel et bien été empoisonné. Envie de poursuivre le débat ? Retrouvez les comptes officiels des informés de Beurre FM sur Facebook et Twitter. On va revenir bien entendu dans un instant sur cette histoire d'empoisonnement. C'est un peu l'actualité concernant la commémoration et de la disparition de Yasser Arafat. Avant ça, on va faire un petit tour de table. Vous allez tous me dire un petit peu le moment fort que vous retenez de la vie d'Arafat. On en a eu quelques-uns avec Delphine. Est-ce que tu vois autre chose, Youssef ? Le moment fort, je crois que c'est sans doute au moment du départ de Beyrouth, oui. Il a réussi à s'extirper d'un lieu où il était donné comme mort. Plus d'une fois, son quartier général a été bombardé et à la dernière seconde, il a su en sortir. Le départ de Beyrouth, c'est le moment le plus émouvant. Et puis, en ce qui me concerne, c'est quand nous l'ai embrassé. C'est quand nous sommes serrés dans les bras à Ramallah en 2001. Mais c'est vrai, je crois que c'est le départ de Beyrouth qui est le plus terrible en même temps parce que toujours plus loin de la Palestine. Cela le menait encore beaucoup plus loin de la Palestine et je crois. Sinon, bien sûr, il y a
y a le discours à Le l'ONU. discours de l'ONU, bien sûr. Bien évidemment. Jacques-Marie, tu as connu Yasser Arafat? On va dire que c'était un ami, mais on avait des rapports partagés de beaucoup de moments d'intimité dans des circonstances souvent très difficiles. J'ai fait un voyage clandestin avec lui dans un avion. On a décollé du Caire sans radar, sans radio, sans quoi que ce soit. Et en l'air, je ne savais même pas où j'allais. Je lui ai dit, mais on va à Bagdad parce que l'avion était irakien. Il m'a dit, chou, Bagdad. Ouais, Bagdad, my friend. Alors je lui ai dit, parce que l'avion est irakien. Et il m'a dit, non, tu connais Sanaa au Yémen? Je lui ai dit, non, pas du tout. Il m'a dit, tu vas voir, c'est magnifique. On est restés 8 jours ensemble. Et j'ai fait, je n'ai pas fait la guerre avec lui, mais au Liban, j'ai passé des jours et des jours de guerre. Et en 83, à Tripoli, j'avais loué un appartement en face de son bureau. Alors son bureau, il y avait un néon qui pendait verticalement, ce qui était quand même assez étonnant. Il arrivait vers minuit, puis il me disait « Ah, are you my friend today ?» Alors bon, ça va, et vous? Mais lui, il était serein, un peu blessé, il avait mis une bande, et puis il nous parlait de nos enfants, de la vie, alors que c'était l'enfer, quoi. Il y avait 7000 obus par heure qu'on nous tombait sur la figure. Et c'était absolument suffocant, l'attention qu'il avait aux autres, pour nous. Alors, entendre sa voix tout à l'heure, moi, ça m'a énormément ému. Et le discours de l'ONU, c'est absolument une merveille. Alors, il s'est fait blouser avec l'accord d'Oslo, parce que le malheureux, il n'avait pas trop le choix non plus. Il fallait bien refaire une structure palestinienne, sans quoi aujourd'hui, personne ne parlait de reconnaître la Palestine s'il n'y avait pas un type, un jour, qui avait avalé la couleuvre et qui y était allé. Et aujourd'hui, tout le mépris qu'ont certains pour Arafat, on le traite comme un renégat, un traître, un corrompu. Ce qui s'est passé à Gaza, où le Hamas a fait en sorte qu'on ne puisse pas lui rendre hommage, je trouve ça mais absolument honteux pour les gens qui organisent ça pour eux-mêmes. Parce que Arafat, c'est un immense leader anti-colonialiste, c'est un libérateur, c'est un être absolument extraordinaire, d'une frugalité et d'une simplicité extraordinaire. Enfin, et puis l'autre anecdote, c'est dans son avion, à un moment, il se grattait souvent, il avait de l'érythème ou je sais pas quoi, alors il se gratte, il sort un collier de son keffier autour du cou, là, et puis il y avait une trentaine de médailles, il cherche, puis il prend une croix de Lorraine, il me dit « Croix de Lorraine, général de Gaulle ». C'était le général de Gaulle qui lui avait donné une croix de Lorraine. Aujourd'hui, qui va donner une croix de Lorraine à un Palestinien en France? Personne. Pour un gaulliste aussi. Qu'est-ce que tu retiens de la vie de Yasser Arafat? Curieusement, c'est pas tant les images qu'on peut voir dans les médias, c'est plutôt les récits, comme vient de faire Jacques-Marie Bourget. Toutes les personnes qui ont côtoyé, ne serait-ce que quelques minutes ou quelques heures, Yasser Arafat, ont une anecdote. Il laisse pas indifférent. Il laisse pas indifférent. Moi, j'ai vraiment en tête les photos de tous mes camarades qui posent à côté de lui. Il y a une espèce d'immense fierté chez toutes ces personnes-là qui posent à côté. Il a été basé à Tunis pendant Il a été basé à Tunis. Il a échappé à un attentat, un missile qui a été lancé sur sa maison. Le 1er octobre 1985 qui a fait plus de 68 morts à l'époque. Voilà, c'est un peu cette image-là, toutes les personnes qui savent à ce moment-là qu'ils sont en train de poser avec un monument. Et vraiment, l'image qui revient en boucle dans ma tête, elle est associée à un ami, qui est Yazid Debiche, qui était avec lui dans la Moukata et qui me raconte cette simplicité et ce partage à l'intérieur de la Moukata où les vivres étaient comptés. Et Yasser Arafat Moukata, c'était le QG dans lequel il a été retranché à Ramallah, son QG. Mais Yasser Arafat ne commençait à manger que lorsque tout le monde était servi. Et ça, c'est une image qui est assez impressionnante. Des amis qui me le content. Et je vous dis, tout le monde a son histoire avec Yasser Arafat. Et c'est ça qui est impressionnant chez ce personnage-là. C'est vrai que tout le monde raconte cette habitude de Yasser Arafat. Il attendait que tout le monde soit servi pour, à son tour, manger. J'ai une anecdote. J'ai fait un bouquin avec Christophe Fauberlin qui s'appelait Survivre à Gaza, il y a 4-5 ans. Et dans ce livre, on raconte une anecdote. C'est qu'un jour, il y a un biologiste qui est alerté par un notable, un bourgeois palestinien, qui lui dit « écoute, j'ai mon grand-père qui est souffrant, il y a une prise de sang, là, est-ce que c'est possible de faire l'analyse ?» Et le biologiste a analysé le sang, il a dit « non, ton grand-père, il a été empoisonné. » Et en fait, le grand-père, c'était Arafat. Ils n'ont pas voulu dire que c'était le sang d'Arafat, mais ça. Ouais. Donc, les Palestiniens eux-mêmes, à l'époque, ont décelé un empoisonnement. Alors après, la nature, comment ça se passe, etc., j'en sais rien du tout. Moi j'ai une conviction intime, c'est qu'il a été empoisonné. Mais là, il y a cette anecdote. Youssef, vous avez fait une conférence hier sur le sujet avec le pire. Oui, tout à fait. C'était bon. Nous recevions Emmanuel Faux, dont j'ai parlé tout à l'heure, le fils de Gisèle Halimi, et puis Marcel Franciscane, qui est médecin et ami des Palestiniens de longue date. Et on est revenu, et là, c'est évident, il y a quelque chose. Premièrement, rapidement, les conclusions
Alors si je peux faire un petit peu de publicité, la conférence sera en ligne sur le site du Pire d'ici 2-3 jours. Les gens pourront la voir complètement, mais c'est absolument étonnant, c'est que nous sommes absolument convaincus. C'est-à-dire que, premièrement, il est clair que ce sont des circonstances externes qui l'ont tué, et non pas, comme dit la presse, mort de vieillesse. Mais c'est absolument hallucinant, on dit mort de vieillesse. Ou du sida. Oui, c'est vrai, il y avait cette alors, du sida, ouais. on a tordu le cou à cette légende qui venait d'une erreur d'un médecin de Jordanie, qui d'ailleurs était de bonne foi, mais bon, avait dit il y a toutes les possibilités comme cela. Et bien sûr, c'est absolument faux, mais le tableau clinique correspond tout à fait, selon donc Marcel Franciscan, qui est médecin, et puis correspond tout à fait à un empoisonnement par champignon, figurez-vous. Par champignon, et en plus, il existe un laboratoire qui est consacré aux armes spéciales qui est près de Tel Aviv. On a absolument tous les renseignements, et il y a un faisceau aujourd'hui d'informations qui tendent à prouver qu'il aurait été réellement empoisonné par un champignon. Il avait exactement tous les symptômes qui correspondent, et malheureusement, le champignon introduit dans sa nourriture. Alors, introduit dans sa nourriture, c'est très très facile. Hein, il suffit d'une toute petite quantité. Les premiers symptômes qu'il a eu, en même temps, ça venait vraiment de l'estomac. Il s'est mis à vomir sans arrêt, etc. Et ça correspondait exactement la durée même de jusqu'à la mort, etc. C'est exactement ça. C'est ça qui est absolument étonnant. Alors, ça ne veut pas dire que les médecins français ont failli. Ça veut dire que les médecins français ont fait toutes les recherches qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas recherché en cette direction. Et comme on dit en médecine, on ne trouve que ce qu'on cherche. Hein. Donc, et du coup, le livre. Alors, en même temps, j'ai fait un petit peu de publicité pour le livre, et je suis sûr que celui de Jacques-Marie Bourget, et notre ami Oberlin est tout à fait intéressant également. Hein. Mais je crois qu'ils convergent tous. Vers effectivement cet empoisonnement. Et ce qui est incroyable, c'est que le parquet de Nanterre, vous savez, il y a une plainte qui court actuellement, et que d'ici quelques jours, le parquet de Nanterre s'apprête à clore le dossier. C'est quelque chose de très très grave. Comment le dossier va être classé, en quelque sorte, et la conclusion, ce sera mort de vieillesse. Mort de vieillesse, on connaît déjà. C'est absolument consternant quand on sait que ce bouquin, celui aussi de Jacques-Marie Bourget et Oberlin, ouvre vraiment une piste tout à fait intéressante. Il a bel et bien été assassiné. Alors donc on aurait introduit dans sa nourriture un poison. Donc s'il y a eu empoisonnement, il y a eu trahison du côté palestinien. Alors c'est intéressant parce que rappelez-vous quand Khaled Meshal avait été victime attaqué d'une tentative en Jordanie. Et certains disaient non, c'était en Jordanie. C'est en Jordanie. Et d'ailleurs, les gardes du corps, son garde du corps avait attrapé les deux agents, la main dans le sac. Les deux agents israéliens avaient été attrapés, mais physiquement comme ça, la main dans le sac. Hein. Il avait négocié l'antidote. Et alors, c'est pas ça, c'est qu'en quelques heures, Israël avait donné l'antidote. Ça veut dire qu'il est clair que l'empoisonnement qui a eu lieu, Israël avait l'antidote, de toute évidence. Et ça ressemblait beaucoup, certains disaient, ça ressemblait beaucoup, les premiers symptômes à ce qu'avait Arafat. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand Arafat était à l'hôpital, Meshal avait appelé, et en disant, il avait appelé Leila Shahid, ça nous a été rappelé hier à la conférence, en disant, mais vous avez vérifié au niveau de l'empoisonnement, ce ne serait pas un empoisonnement? Et Leila Shahid a dit, non, on a vérifié, c'est pas un empoisonnement et tout. Il a dit, bon, en tout cas, vérifiez parce que ça ne m'étonnerait pas.